Bonsoir, c'est par la disparition d'un étudiant indien que nous commencerons. Un jeune homme de 23 ans qui s'est littéralement volatilisé à l'issue d'une petite fête proche de Polytechnique. C'est là que l'étudiant suit un cursus, un master de mécanique des fluides. Le campus de Polytechnique qui a été ratissé et les autorités jugent cette disparition depuis vendredi soir inquiétante. De la provocation, mais qui a bien fonctionné. Je veux parler de cette initiative signée Éric Cantona, cet appel à retirer des fonds des banques pour les mettre en difficulté. Entre autres, nous aurons quelques chiffres demain qui ne seront pas approximatifs. Cela dit, il y a ceux qui ont trouvé cela amusant et presque nécessaire, d'autres qui estiment qu'il ferait mieux, Éric Cantona, de demeurer dans le monde du football ou du cinéma. Voici quelques avis et Sonia. Je ne crois pas que M. Cantona soit vraiment le meilleur conseiller en la circonstance. Ça m'étonne pas de lui déjà. On peut se poser des questions parce que les banques elles font pas très bien leur travail. Je zappe parce que ça me fatigue terriblement. C'est une polémique. Je crois que c'est pour se faire de la pub. Je pense que c'est un coup de gueule de sa part. C'est une excellente idée pour secouer un petit peu l'apathie générale. De toute façon, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas d'argent. Je ne sais pas, mais en tout cas, ce serait la catastrophe si tout le monde faisait ça. Je te refais idiot. Je pense que c'est plutôt un coup de gueule de sa part, mais il n'a pas tout à fait tort. C'est n'importe quoi. Et il avait tout à fait raison. Écoutez, j'ai même pas entendu la déclaration. Je sais pas du tout. C'est trop compliqué pour moi. Ça y est, les deux listes des candidats à la mairie de Corbeil sont officiellement déposées. Depuis dimanche, elles négociaient dur pour rallier les électeurs qui s'étaient prononcés pour le troisième homme de cette municipale, le divers droite Jean-François Bayle, qui se présentait un dimanche dernier sans étiquette face à Jean-Pierre Bechter pour l'UMP et Bruno Piriou, soutenu par toute la gauche. Jean-François Bayle, qui, selon certaines informations, aurait donc fusionné avec la liste de l'ancien maire. La prise en charge de la dépendance des personnes âgées est un droit. C'est Roselyne Bachelot qui l'affirme, la ministre des Solidarités, qui ce matin a détaillé un calendrier de réforme en soulignant que les partis politiques et les syndicats allaient être très rapidement consultés. En attendant, pour améliorer l'accueil des personnes âgées dans les années qui viennent, le Conseil général envisage de créer 4 nouvelles maisons de retraite d'ici 2016. Le Conseil général qui cherche également à en limiter le tarif journalier à 60 € et ouvrir 600 nouvelles places. Christophe Garnier. En débloquant 560 millions d'euros, le Conseil général veut ouvrir au moins 4 nouvelles maisons de retraite d'ici 2016. Celle-ci d'Oris Orangis vient tout juste d'être rénovée. L'organisme qui la gère cherche à mettre l'accent sur l'aide à domicile pour maintenir le plus longtemps possible les personnes âgées chez elles. Mais il reconnaît aussi la nécessité d'ouvrir des établissements médicalisés. Il faut favoriser l'aide à domicile, mais je pense que malheureusement, les aidants principaux vont vieillir aussi, vont perdre de leur autonomie et il faudra pouvoir accueillir effectivement des personnes en institution. Parmi les nouveaux établissements, un pourrait être spécialisé dans la prise en charge de la maladie d'Alzheimer, comme celui-ci à la Ville du Bois. Ça peut rendre service à l'ensemble des malades et à l'ensemble des familles. Mais il faut vraiment veiller à ce que toute nouvelle ouverture d'établissements de ce type vise l'amélioration globale de l'accompagnement du malade. On a prévu la création de 600 nouvelles places, mais c'est étroitement lié à l'effort que fera l'État, puisque c'est l'État qui est responsable de la médicalisation de ces maisons de retraite. Et donc, alors qu'aujourd'hui, Madame Bachelot a lancé la grande consultation sur la dépendance, qu'on attendait depuis des années, pour nous, un des enjeux, c'est de savoir concrètement quels moyens l'État va mettre pour permettre au département d'autoriser la création de nouvelles places de maisons de retraite. Actuellement, 17% des Essonniens ont plus de 60 ans, mais on estime que d'ici 2030, ils représenteront plus de 26% de la population du département, d'où ces investissements dans l'hébergement. On passe à la ligne D du RER, ligne bien connue, 550 000 personnes chaque jour, des retards en pagaille, vétusté du matériel, rames bondées, ras-le-bol des usagers et de leurs représentants, à savoir les élus. Nous l'évoquions hier, les députés de plusieurs partis se sont alliés pour monter au créneau. Ils l'ont dit aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'une de leurs bannières tient en quelques mots: il n'y a pas de fatalité, rendre performant le RERD, c'est possible. Et sous cette bannière, il y a un certain nombre de propositions signées aussi bien Manuel Valls que Franck Marlin, que Françoise de Salvador, que Julien Drey, que Françoise Briand ou bien Nicolas Dupont-Aignan, pour ne citer évidemment que les Essonniens.
C'est confirmé, les soldes flottants ne sont pas supprimés, ils perdurent, avec évidemment des satisfaits et des mécontents à la clé. Il faut savoir que les Français sont dans leur grande majorité pour ces soldes, hors période de soldes officiels. C'est le moyen supplémentaire de faire des affaires et un certain nombre de commerçants, on le sait, en profitent grassement. En tout cas, 7 Français sur 10 se disent satisfaits. Quelques petits commerçants, néanmoins, grincent assez fort des dents. Moi, je ne les pratique pas parce que comme j'ai une petite surface, c'est une grosse préparation, les soldes, 2 fois dans l'année, donc une fois en janvier, une fois en juillet. Et j'avoue que comme c'est une grosse préparation, je ne les fais qu'à ces 2 périodes et je ne peux pas me permettre de les faire à une autre période de l'année, justement à cause de cette grosse préparation. C'est évident que ça privilégie les grosses structures parce qu'ils n'ont pas la même puissance financière que nous. Donc eux, ils peuvent se permettre, d'ailleurs ils le font, de faire, en fait, ça fait des appels d'offres pour attirer la clientèle dans des périodes où justement il y a moins de trafic, quoi. 25% de CO2 et de gaz à effet de serre en moins. C'est ce qui se passe à Orly et Roissy, les aéroports qui polluent beaucoup moins depuis 5 ans. Si l'on en croit le niveau 2 qu'un certain nombre d'institutions européennes et mondiales viennent de décerner à ADP, les aéroports de Paris, une certification qui confirme les progrès écologiques réalisés. L'OCDE, à présent l'Organisation de coopération et de développement économique, qui vient de publier une enquête internationale sur les performances de 47 000 élèves dans 65 pays. Des élèves évalués à 15 ans sur la compréhension lecture d'un texte, sur les maths et sur les sciences, à la sortie d'un parcours dit obligatoire. C'est pas Jojo, la France peut mieux faire. Et Virginia Fragac. 496 points, c'est le score de la France, un score qui se situe dans la moyenne des 65 pays étudiés par l'OCDE. Plusieurs axes, les maths, les sciences, l'égalité des chances et la lecture-compréhension. Sur ce dernier point, la proportion d'élèves en difficulté est passée de 15 à 20% en 10 ans. En maths, la France caracolait en tête lors de la première enquête PISA en 2000. Une décennie plus tard, le pourcentage d'élèves en difficulté a augmenté de 6 points, passant de 16 à plus de 22%. L'Hexagone, loin derrière la Finlande, la Corée, le Japon ou l'Australie. Même constat en culture scientifique. Le résultat le plus négatif est celui de l'égalité des chances. Elle s'est dégradée de 50% en moins d'une génération. Un enfant d'enseignant aurait 14 fois plus de chances d'arriver au bac qu'un enfant d'ouvrier. Dans les années 90, il n'avait que 9 chances de plus. Une étude à laquelle a réagi Luc Châtel, le ministre de l'Éducation nationale. S'il reconnaît que les 2 points noirs de cette étude sont l'augmentation des élèves en difficulté et l'égalité des chances, il rappelle toutefois que les résultats sont dans la moyenne de l'OCDE et stables depuis 10 ans. Et on va terminer avec Indy Zara, après-demain à Paul Bayard, lauréate du fameux prix Constantin, qui consacre les meilleurs espoirs. La jeune fille, chanteuse franco-marocaine, s'inspire des musiques traditionnelles berbères, mais également des styles folk, blues ou jazz. Sur ces images de l'an dernier, Giuseppe Baggio les avait filmées. Indy Zara avait enchanté le public lors de son passage au festival Les Primeurs de Massy.